Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo du GPS pour la famille. Donc je suis Kitry Didier et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Céline Guérin. Bonjour Céline. Bonjour. Donc Céline habite Grenoble, elle est enseignante en mathématiques depuis 30 ans, elle est formatrice depuis 20 ans et elle a obtenu un diplôme de hautes études en pratique sociale sur la mixité à l'école ainsi qu'un master de recherche en sciences cognitives. Elle a obtenu le titre de formatrice d'enseignants et de cadres, et c'est particulièrement peut-être dans ce cadre-là, justement, qu'elle va nous parler aujourd'hui du sujet « Apprendre à apprendre ». Comment apprendre à apprendre? Donc pour cette vidéo, il faudra vous munir d'un stylo, d'un crayon et d'un papier, justement, parce que vous allez peut-être apprendre à apprendre. Donc c'est à vous, Céline. Merci. Donc, bonjour, je suis ravie de partager ce moment avec vous pour vous partager ma passion pour la pédagogie et sur la question très concrètement de apprendre à apprendre. Donc, mon exposé sera en deux parties. Une partie concernant les neurosciences. Quels sont les apports des neurosciences qui peuvent nous éclairer sur les questions de l'apprentissage? Et une deuxième partie concernera la gestion mentale, qui est la pédagogie la plus pertinente que j'ai pu étudier dans mon parcours d'enseignante et de formatrice. Alors, nous allons commencer avec les neurosciences. Qu'est-ce que les neurosciences nous disent de l'apprentissage? Elles nous disent une chose très importante, c'est que nous sommes précablés pour apprendre et précablés pour instruire et pour éduquer. Précablés, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que l'enfant, même le fœtus, a des connexions neuronales qui sont précablées, qui sont prêtes à fonctionner, mais qui ne vont pouvoir être effectives que si elles sont en contact avec des stimuli adaptés. Concrètement, on s'est rendu compte d'une chose incroyable, c'est que les bébés peuvent apprendre toutes les langues du monde. Toutes. Qu'est-ce qui fait qu'étant adulte, on a énormément de mal à apprendre une nouvelle langue si cette langue contient des sons qui ne sont pas dans la nôtre? C'est tout simplement qu'on n'a pas eu le stimuli de ce son étant enfant dans la fenêtre de l'apprentissage de la lecture qui se situe entre 0 et 5 ans. Comme il n'y a pas eu de stimuli, les connexions qui étaient précablées n'ont pas été sollicitées, ne se sont pas faites. Et ça devient très compliqué pour nous d'apprendre des sons qui ne sont pas dans notre langue. Il m'a semblé intéressant de commencer par les différents stades concernant les âges du cerveau. Donc, le premier âge du cerveau, c'est le fœtus qui a 100 milliards de neurones entre la 10e et la 20e semaine. Alors, des scientifiques se sont amusés à faire le calcul suivant. Ils se sont dit, on a des milliards de neurones dans le cerveau. Si on met bout à bout tous les neurones, à quelle distance on arrive? Je vous laisse deviner. Finalement, on arrive à la distance du tour de la Terre. C'est-à-dire que chacun, si on aligne les neurones de notre cerveau, on fait le tour de la Terre. C'est quand même incroyable en termes de complexité et c'est juste magnifique. De 0 à 10 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a des vagues successives de production et d'élimination des synapses. Alors, c'est ce qui concerne les périodes critiques. On en a parlé tout à l'heure. Il y a la période critique de l'apprentissage de la lecture entre 0 et 5 ans. Un enfant qui ne serait pas en lien avec des personnes qui lui parlent entre 0 et 5 ans ne pourra jamais apprendre à parler. C'est le cas des enfants loups, des enfants sauvages qu'on a pu retrouver plus grands et qui n'ont jamais pu apprendre à parler. De 10 à 18 ans, il y a ce qu'on appelle l'élagage synaptique. Alors ça, c'est très important. Il ne faut pas que ça vous angoisse en tant que parent, mais il faut savoir qu'une fois que ces périodes critiques sont passées, donc les stimulus ont eu lieu, les précablages qui ont été sollicités sont effectifs, mais évidemment, le cerveau a horreur de ce qui l'encombre, donc l'élagage consiste à éliminer les connexions qui ne sont pas beaucoup sollicitées. Et l'élagage consiste aussi à renforcer celles qui le sont. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'un adolescent qui est avachi sur son lit à longueur de week-end aura un élagage synaptique qui ne va peut-être pas beaucoup l'aider pour sa vie future.
Alors que si l'adolescent a de multiples activités, que ce soit des activités sportives, que ce soit du théâtre, de la musique, il va pouvoir développer toute une série de connexions qui lui seront bien utiles plus tard. Et évidemment, s'il travaille à l'école, forcément, les connexions seront bonnes aussi. Donc voilà, ça, il faut le savoir, les connexions qui ne sont pas beaucoup utilisées sont supprimées par le cerveau. De 20 à 60 ans, qu'est-ce qui se passe? Il y a un renouveau permanent. Alors ça, c'est très rassurant. Parce qu'on a longtemps pensé que seuls les enfants pouvaient apprendre facilement et que passé 18-20 ans, ça devenait compliqué d'apprendre et que si on se remet aux études, oulala. Alors c'est vrai que c'est difficile si on se remet aux études parce qu'il nous manque l'entraînement, mais on peut apprendre à n'importe quel âge. Donc ça, c'est fantastique. On est capable de faire n'importe quel apprentissage à n'importe quel âge. Et après 60 ans, voilà, il faut combattre la sclérose parce que sinon, on perd en capacité. Hein. Donc, l'exercice physique est important, tout comme l'exercice intellectuel. Alors, les neurosciences ont repéré 4 mécanismes essentiels qui sont disponibles et utilisés tous les jours pour apprendre par le cerveau. Le premier mécanisme, c'est l'imitation. Le deuxième, c'est l'habituation, qu'on pourrait aussi appeler l'entraînement. Le troisième, c'est l'association, parce qu'on apprend beaucoup mieux en associant les choses. Et le quatrième, qui est essentiel, c'est l'apprentissage via un tiers. L'homme est un être sociable, donc pour apprendre, il a besoin des autres. Alors, l'imitation, c'est un système qui est très complexe, qui est multimodal. Multimodal, ça signifie que c'est un mécanisme qui engage plusieurs zones du cerveau. Je vous montre juste cette image qui est quand même assez incroyable. Voilà, on voit un expérimentateur et un bébé, mais c'est un nouveau-né. Et on voit l'expérimentateur qui montre différentes expressions du visage. Et que fait le bébé? Il imite. Alors, ne vous inquiétez pas, si ça ne marche pas avec un nouveau-né, c'est un peu normal, parce qu'il faut vraiment que le nouveau-né soit dans des conditions optimales, qu'il soit vraiment bien éveillé, bien disposé pour que ça fonctionne. Mais ceci dit, ce qui est incroyable, c'est que pour que le bébé tire la langue, ça signifie que la zone de la vision du cerveau a été stimulée, que l'enfant a vu. Alors, comme c'est un nouveau-né, il faut se mettre à peu près à 30 cm pour qu'il voit bien. Et ensuite, ça signifie que la zone de la vision s'est connectée avec la zone motrice de son cerveau pour qu'il puisse reproduire le même geste. C'est quand même incroyable quand on voit toutes les zones du cerveau qui sont mises en œuvre pour que le bébé, le nouveau-né, puisse tirer la langue. C'est juste incroyable. Et ça montre à quel point on est précablé pour apprendre, pour imiter. Et finalement, on apprend beaucoup de choses par imitation. Et l'imitation est beaucoup utilisée par les enfants, on le voit bien, hein, les enfants adorent imiter leurs parents. Les sportifs, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent pour reproduire. Les artisans, voilà, c'est le Tour de France des Compagnons de France. Et on s'est rendu compte, avec les neurosciences, que quand on observe quelqu'un pour l'imiter, il y a ce qu'on appelle des neurones miroirs qui sont stimulés. C'est-à-dire que ce sont des neurones qui correspondent dans notre cerveau aux mêmes zones que la personne qui est en train d'agir. Si la personne bouge un bras, et si je la regarde avec le projet de l'imiter, je vais avoir ces mêmes neurones qui vont s'allumer en moi, à l'exception évidemment des neurones de motricité si je ne souhaite pas bouger le bras. Alors, il y a l'habituation ensuite. Qu'est-ce que l'habituation? Là aussi, c'est un mécanisme qui est complexe, c'est l'entraînement. C'est un mécanisme qui est adaptif et sélectif pour la vie quotidienne. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que, heureusement, qu'on a ce mécanisme de l'habituation, parce que notre cerveau ne peut pas tout gérer en même temps. Et il y a un tas d'apprentissages qu'on a automatisés. Par exemple, la marche, c'est un apprentissage qu'on a automatisé, personne ne réfléchit pour marcher. Par contre, quelqu'un qui aurait eu un AVC, si la zone motrice a été endommagée dans son cerveau, il va pouvoir réapprendre à marcher. Et pour lui, ça va être très, très compliqué. Mais avec l'entraînement, il pourra y arriver, dans certains cas, et il pourra remarcher à nouveau.
Mais heureusement qu'on a automatisé toute une série d'apprentissages, parce que sinon, ça serait très compliqué de fonctionner dans la vie. Vous pourrez faire un test demain, si vous voulez. Si vous sortez dans la rue et que vous traversez une fois normalement, et vous allez vous rendre compte que, comme d'habitude, quand vous remontez sur le trottoir opposé, votre pied tombe exactement où il faut sur le trottoir. Vous refaites une autre expérience en vérifiant qu'il n'y a pas de voiture qui arrive. Vous refaites l'expérience, mais cette fois-ci, vous calculez la grandeur du pas qui vous semble opportun pour traverser tranquillement et vous retrouver avec le pied bien positionné quand vous allez remonter sur le trottoir opposé. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas être bien. Vous allez être obligé de faire un petit pas ou votre pied va être de travers, ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que vous allez réfléchir, calculer une chose qui est devenue automatique et ça ne va pas marcher. Voilà. Autre exemple, il y a des gestes qu'on fait automatiquement et quand on veut les montrer à quelqu'un, on a du mal à les décomposer. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus automatiques. Autre exemple, la conduite. Quand on a appris à conduire, ça a été compliqué peut-être, enfin plus compliqué pour certains que pour d'autres peut-être, mais on y est arrivé. Quand on a eu le permis de conduire, les premières fois où on a conduit, il ne fallait pas que quelqu'un nous parle à côté parce qu'on ne pouvait pas en même temps gérer la conduite et la conversation. Maintenant que cette conduite est automatisée, on peut tout à fait conduire et parler en même temps. Sauf que vous remarquerez que si vous avez du mal à faire un créneau ou si vous cherchez votre chemin, qu'est-ce que vous allez faire automatiquement? Vous allez éteindre la radio. Pourquoi? Parce que vous avez besoin de toute votre attention pour effectuer une tâche qui n'est plus de l'ordre de l'automatisation. Et ce système de l'habituation, il fonctionne avec tous les sens, avec les 5 sens. D'ailleurs, vous remarquerez aussi que parfois, il peut y avoir un bruit gênant. Le meilleur moyen de se prémunir d'un bruit gênant, c'est d'en faire abstraction et le cerveau s'habitue. Voilà, ça c'est assez étonnant, mais plus on fait attention à un bruit gênant, plus il est gênant, moins on y fait attention, moins il est gênant parce que le cerveau s'habitue et on ne l'entend plus, ou moins. Bon, sauf si c'est la perceuse électrique du voisin, bien évidemment. Alors, par rapport à l'habituation, comment est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne de la façon suivante. Très rapidement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais là, on voit une dendrite. Si vous voulez, le neurone, c'est un noyau et 2 fils, vite fait. Et ces neurones sont reliés entre eux par ce qu'on appelle une synapse, c'est ce qu'on voit là où il y a marqué récepteur. L'information, elle circule au niveau électrique le long des fils, et puis entre 2 neurones au niveau de la synapse, c'est une communication qui se fait chimiquement. Donc là, il y a une stimulation, le neurone fonctionne, hop, il y a l'enzyme, le glutamate qui est libéré, le récepteur, et hop, l'information continue à circuler. Si on sollicite beaucoup ce circuit neuronal, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir beaucoup plus d'enzymes et la circulation sera plus rapide. On peut même avoir un système de gainage qui rend la circulation électrique de l'information beaucoup plus rapide le long des fils. Mais si c'est très, 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 très sollicité, qu'est-ce qui va se passer? On peut arriver à avoir une autre dendrite qui est créée, voire des neurones parallèles. Et c'est pour ça que l'habituation permet d'automatiser. Si on veut prendre une autre image, ça c'est important pour les enfants, pour apprendre à apprendre. On peut imaginer qu'une nouvelle connaissance, c'est comme un chemin, une route qu'on tracerait dans une forêt vierge. La première fois, c'est très compliqué, mais une fois qu'elle est tracée, la route, si on l'emprunte régulièrement, eh bien, ça devient facile de l'emprunter, il n'y a pas de souci. Par contre, si on arrête de l'emprunter pendant un mois, qu'est-ce qui se passe? La forêt vierge reprend le dessus. Autrement dit, le cerveau conserve rend facile les tâches qui sont répétées régulièrement. Par contre, il oublie les choses qui sont utilisées peu de fois. Alors, on a fait une expérience assez intéressante. Là, on voit la main d'un singe. C'est pour ça qu'elle est bizarre, cette main. Voilà. Et des chercheurs ont fait une expérience. Donc, on voit à droite en haut, 1, 2, 3, 4, 5, c'est la zone du cerveau qui correspond au toucher du bout des doigts. On a entraîné le singe à utiliser le bout de ses doigts beaucoup de fois pendant 3 mois. Les doigts 2 et 3. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On observe que la zone du cerveau reliée au toucher du bout des doigts 2 et 3 augmente. C'est-à-dire que c'est impressionnant avec l'imagerie médicale, avec les EEG, les électroencéphalogrammes, on est en mesure
de regarder quelles sont les zones du cerveau qui s'allument lors d'une activité. Et là, on voit que la zone dédiée au toucher des doigts a augmenté, ça se voit. Enfin, c'est quand même impressionnant. Donc, nos activités sculptent notre cerveau. Alors, on va faire un petit exercice tout simple pour que vous puissiez voir à quel point l'habituation est prégnante dans l'apprentissage. Donc, vous allez faire un exercice tout simple. Je vous laisse 2 secondes pour lire. De gauche à droite et de haut en bas, les mots qui sont inscrits sur l'écran. Voilà, je vous laisse 2 minutes. Voilà, je pense que tout le monde a lu. Alors maintenant, on va changer d'exercice. On va garder le même visuel, mais cette fois-ci, vous allez continuer à lire toujours de gauche à droite et de haut en bas. Mais cette fois-ci, vous ne lisez pas le mot, vous dites à voix haute la couleur dans laquelle le mot est inscrit. Donc, vous faites le même exercice, mais au lieu de lire le mot, vous dites à voix haute la couleur. Je vous laisse faire. Voilà, donc là, normalement, l'exercice a été plus compliqué pour vous. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on est surhabitué à lire. Donc, notre cerveau est dans la lecture et on est peu habitué à dire la couleur dans laquelle les mots sont inscrits. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour vous? On appelle ça l'effet Stroop. Vous avez eu des erreurs où il y a eu des difficultés. Pourquoi? Parce que la lecture est tellement automatisée que c'est ça qui prend le dessus. Et vous remarquerez une chose, c'est que ça a dû vous arriver. Parfois, il y a des pubs, on n'a pas envie de les lire, et pourtant on les lit. Pourquoi on les lit? Parce que la lecture est tellement automatisée qu'on ne peut pas s'empêcher de lire. Voilà, donc c'est vraiment très fort la question de l'habituation. Alors, je vous laisse lire ce texte-là. Voilà, autre preuve de la force de l'habituation, c'est que ce texte, a priori, est écrit en dépit du bon sens, sauf que vous avez dû le lire soit bien, soit à peu près bien. Pourquoi? Parce que l'étude a démontré la chose suivante, je vous le lis. Une étude de l'Université de Cambridge a montré que l'on peut sans difficulté lire un texte dont les lettres sont dans le désordre, pour peu que la première et la dernière lettre de chaque mot restent à la bonne place. Ceci montre que le cerveau ne lit pas toutes les lettres, mais prend le mot comme un tout. La preuve, avouez que vous n'avez pas eu de mal à lire ce texte. Bon, là, ils exagèrent un peu parce que vous avez pu avoir un peu de mal, hein, c'est pas grave. Mais n'empêche que nous, on peut lire ce texte. Pourquoi? Parce que la lecture est totalement automatisée et du coup, le cerveau compense. Et ça, c'est important de voir aussi que la vision, ce n'est pas juste une photo de ce qu'on voit. Quand on regarde une chose, le cerveau travaille énormément derrière et il va chercher dans son grenier un tas de choses qui peuvent aider à donner du sens à ce qu'il voit. Ça vous est peut-être arrivé dans la rue, parfois, vous croisez quelqu'un, vous croyez que c'est une personne que vous connaissez, et puis finalement, vous vous rendez compte que non. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau voit, mais dans la tête, on a une banque de visages, et très, 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 très rapidement, le cerveau compare l'image à la banque d'images que l'on a dans notre cerveau, et il se rend compte que finalement, il y a une erreur et que ce n'est pas ça. Voilà, donc le cerveau est très, très puissant. Alors évidemment, un enfant à l'école primaire ne pourrait pas lire ce texte parce que la lecture n'est pas suffisamment automatisée pour qu'il puisse le faire. Toujours par rapport à l'habituation, et ça c'est essentiel, c'est la courbe d'Ebbinghaus. L'idée est la suivante, sur l'axe des ordonnées, donc je suis désolée, hein, je suis professeur de mathématiques, mais c'est la seule fois où je parlerai de maths. Sur l'axe des ordonnées, vous avez le pourcentage de rétention d'informations, 100%. Et sur l'axe des abscisses, vous avez le temps. Quand on apprend parfaitement une chose, on est à 100%. On est tout en haut là. Sauf qu'avec le temps, le cerveau est sollicité tellement que le pourcentage de rétention d'informations chute. Et si la connaissance n'est pas réactivée, plus ça va, plus le pourcentage chute. Qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'apprentissage? Il faut réactiver les apprentissages. Donc là, il conseille de réactiver après 10 minutes, après un jour, une semaine, un mois, 6 mois. Et si on fait ça,
Qu'est-ce qui se passe? La réactivation n'est pas compliquée parce que vous remarquerez que ça demande de réapprendre, allez quoi, 10%, même pas. Et finalement, on est presque tout le temps au top. Et l'apprentissage est bien ancré parce qu'il a été réactivé à plusieurs reprises. Par contre, si on travaille beaucoup et qu'on ne travaille plus après, eh ben, on oublie. Ça, c'est très important. Une application très concrète, c'est par exemple la leçon d'histoire géo. Voilà. Donc, votre enfant a ses cours d'histoire géo et à la fin du chapitre, il y a une interro. En général, que fait l'enfant? Il assiste à ses cours d'histoire géo et il apprend sa leçon quelques jours avant l'interro. Le problème, c'est qu'il se retrouve, on va dire, allez, ça fait une semaine au moins, voire un mois que les cours ont commencé, et il lui reste 20% de ce qu'il a pu retenir, si tant est qu'il ait été à 100%. Voilà. Donc, s'il n'a pas retravaillé ses cours, ça veut dire qu'il était à 80%. Donc, au moment de préparer son interro, il doit lui rester 10%. Ça veut dire qu'il doit réapprendre 90%. C'est énorme. Donc, c'est l'enfant qui fait sa fiche, parce qu'on dit fais une fiche pour apprendre, l'enfant fait sa fiche. Ça l'a tellement saoulé de faire sa fiche que de toute façon, derrière, il ne l'apprend pas. Et après, il a une mauvaise note. Donc, très, très mauvaise stratégie. Que nous disent les neurosciences? Elles nous disent qu'il faut réactiver l'apprentissage. Donc, la bonne stratégie, c'est j'ai eu histoire géo le lundi. Le lundi soir, je rentre à la maison, je commence ma fiche. Si j'ai histoire géo le jeudi, le mercredi soir, je relis ce que j'ai mis dans ma fiche et éventuellement mon cours. J'arrive en cours le jeudi, je me souviens parfaitement de ce qui a été dit avant, je suis beaucoup mieux le cours, j'arrive à la maison le soir, je complète ma fiche et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à la fin du chapitre, ma fiche est déjà faite et elle est parfaitement sue parce que je l'ai revue plusieurs fois. Et cet apprentissage est bien ancré. Pour ceux qui ont des enfants en troisième, qui auront le brevet à la fin de l'année, c'est vraiment la bonne stratégie à utiliser. Et pareil pour ceux qui ont le bac ou des épreuves, c'est vraiment ça qui fonctionne. Il faut réactiver les apprentissages pour qu'ils puissent s'ancrer. Le dernier processus, c'est l'association entre entités. Donc ça, c'est un mécanisme fondamental. Finalement, c'est comme ça que fonctionne l'apprentissage de la lecture, qui est très complexe pour les enfants, parce qu'on associe une lettre qui est totalement arbitraire à un son qui est totalement arbitraire. C'est compliqué parce que ça met en lien deux zones du cerveau qui ne sont pas les mêmes. Et il y a des recherches qui ont été faites qui sont très intéressantes, où on a proposé aux enfants des lettres en 3 dimensions et on leur bande les yeux, ils parcourent la lettre dans le sens de l'écriture et ils prononcent le son en même temps. Et ça les aide énormément à associer l'auditif et le visuel, parce que finalement, l'auditif, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Quand je parle, c'est le temps qui s'écoule. Et le visuel occupe l'espace. Et vous remarquerez qu'un geste s'inscrit à la fois dans l'espace et dans le temps. Donc finalement, pour l'apprentissage de la lecture, une bonne idée, c'est de mettre aussi le mouvement qui associe le temps et l'espace, donc l'auditif au visuel. Et il y a la question de l'empamnésique. De façon générale, on peut retenir 7 plus ou moins 2 unités. Donc, si on veut retenir beaucoup de choses, il faut faire des groupements, des choses qui ont un lien logique entre elles. Et comme ça, je pourrais retenir 7 plus ou moins 2 groupements. Voilà, c'est-à-dire apprendre par association, c'est vraiment important. Et il y a des enfants qui ont vraiment besoin d'avoir le sens. Si je comprends une chose, je l'associe à des savoirs que j'ai déjà précédemment et je comprendrai beaucoup mieux. Je retiendrai beaucoup mieux aussi. Alors, l'apprentissage via un tiers, il est long et spécifique aux humains. Vous remarquerez que les animaux, un bébé girafe, une fois qu'il est né, il se remet un petit peu du choc parce qu'il tombe de haut. Mais après, assez rapidement, il apprend à marcher parce que sa survie en dépend. L'être humain met beaucoup plus de temps à apprendre à marcher. Et le fait qu'on soit dépendant de l'apprentissage via un tiers donne un rôle primordial à l'enseignant pédagogue. Alors, il y a une expérience terrible qui a été faite par un empereur fou, Frédéric II, au XIIIe siècle. Il voulait absolument comprendre d'où venait la langue parlée par les enfants. Donc, je vous lis la description de l'expérience. Il fit des expériences pour connaître la langue et le parler qu'emploierait en grandissant des enfants qui n'auraient parlé avec personne. Pour ce faire, il ordonna à des nourrices de donner du lait à des enfants, en les nourrissant au sein, de les baigner, de les nettoyer,
mais en aucun cas de les cajoler, ni de leur parler. Il voulait en effet savoir s'ils parleraient hébreu, langue primitive, ou grec, ou latin, ou arabe, ou dans la langue des parents qui les avaient procréés. Mais il œuvrait en vain, parce que les enfants ou bébés mouraient tous. Ils ne pouvaient vivre, en effet, privés des battements de mains, des gestes, de la gaieté, des cajoleries de leur nourrice, et privés de l'interaction. Voilà, c'est quand même terrible, hein, c'est que ça va jusqu'à la vie. Voilà, on a besoin, on est un être sociable, et on apprend avec les autres. Alors, ça, c'était les 4 processus qui sont en lien avec l'apprentissage concernant les neurosciences. Et il y a une autre chose dont nous parlent les neurosciences qui me paraissait très importante à voir avec vous, c'est la question de l'attention. Alors, je vais vous faire un test d'attention. Voilà. Donc, il est écrit en anglais, mais ce n'est pas bien compliqué. Vous allez voir des jeunes qui jouent au basket. Il y a 2 équipes. Une équipe qui a des t-shirts blancs, une équipe qui a des t-shirts noirs. Et pour tester votre capacité d'attention, il va falloir compter les passes que se font entre eux les joueurs blancs. Donc vraiment, il faut vraiment vous concentrer là-dessus, parce que ça va un peu vite. Donc le but, c'est de vraiment compter le nombre de passes que se font entre eux les joueurs qui ont un t-shirt blanc. Voilà, je vous lance la vidéo. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Go! This is an awareness test. Voilà, alors ça c'est intéressant. Je ne sais pas si vous avez vu ou pas vu le jeune qui était déguisé en singe noir, mais c'est une expérience qui a été faite par des scientifiques pour montrer à quel point l'attention est quelque chose qui est focalisé. C'est-à-dire que vous étiez focalisé sur le blanc. Donc les personnes qui ont vraiment voulu faire l'exercice et vraiment compter les passes, le ballon est blanc, le t-shirt est blanc. Donc vous êtes vraiment avec votre attention focalisée sur le blanc, à un tel point que vous ne voyez pas, enfin, il y a beaucoup de gens qui ne voient pas le singe noir qui passe en plein milieu. Voilà, donc ça c'est quand même très intéressant. Ils l'ont repris comme une campagne de sensibilisation pour les automobilistes à faire attention aux cyclistes, parce que finalement, on ne voit pas ceux que l'on ne s'attend pas à voir. Ça vous est sûrement arrivé à la sortie d'un train, voilà, vous attendez quelqu'un. C'est quand même surprenant, vous êtes à la gare, il y a un TGV, les personnes sortent du TGV, il y a plusieurs centaines de personnes. La personne que vous attendez vous saute aux yeux. Pourquoi? Parce que vous avez l'attention focalisée sur cette personne-là. Et il se peut que le lendemain, un collègue vous dise « Ah ben, j'étais à la gare hier, franchement, je suis passé à côté de toi, tu ne m'as même pas vu. » Pourtant, c'est avec les mêmes yeux, mais on n'avait pas l'attention focalisée sur le collègue de bureau qu'on ne s'attendait pas à voir à la gare ce jour-là. Voilà, donc ça, c'est très important. On en reparlera tout à l'heure avec la gestion mentale. Mais l'attention est vraiment essentiellement liée à la question du projet. Donc, l'attention, c'est une source d'énergie qui est indispensable au traitement de la plupart des informations, mais sa capacité est très limitée. Donc, on ne peut pas traiter plusieurs informations de façon optimum et simultanée. On ne peut pas. Alors, vous savez, il y a des gens qui vous disent « Non, mais moi, je peux faire plusieurs choses en même temps. » Voilà. Les femmes disent souvent, et elles ont raison, qu'elles peuvent faire plusieurs choses en même temps alors que les hommes n'en sont pas capables. Bon, je pense que c'est une question d'entraînement, parce qu'une mère de famille est obligée dans la vie de tous les jours à faire plusieurs choses en même temps. Et à force de répétition, je pense qu'il y a des tâches qui sont totalement automatisées, plus chez la femme que chez l'homme, parce qu'il a peut-être moins l'occasion
de faire ses tâches. Mais n'empêche que si votre ado vous dit non, mais moi, je peux faire plusieurs choses en même temps, je peux écouter de la musique et travailler en même temps. Alors, ça, c'est un grand débat. Il faut savoir que si votre ado vous dit moi, je peux travailler et écouter de la musique en même temps, c'est vrai si c'est une musique sans parole et qu'elle lui permet de faire un petit peu un cocon autour de lui pour s'isoler du bruit environnant. Là, oui, ça vaut la peine. Maintenant, s'il écoute ses chanteurs préférés en même temps qu'il travaille, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que son attention va être attirée par les paroles des musiques qu'il connaît par cœur et il va travailler en même temps et il va être en attention distribuée et il sera moins performant. C'est un peu le système des lampes torches. Vous savez, il y a des lampes torches où on peut les bouger devant. Soit ça éclaire un grand espace faiblement, soit ça éclaire un petit espace, mais très fortement. Ben voilà, notre attention, elle fonctionne comme ça. Si elle est sur un petit espace, sur une petite chose, elle est très performante. Si elle est distribuée sur un grand espace, elle l'est beaucoup moins. Donc l'attention, c'est aussi un filtre sélectif selon les motivations et les buts propres du sujet et de ses connaissances antérieures. On en reparlera, mais on est attentif selon nos motivations. Et tout ce qui n'est pas réactivé tombe dans l'oubli. Ça, c'est important. Alors, voilà, c'est ce qu'on disait, attention partagée ou distribuée, possible, mais au détriment de la qualité. Et les traitements parallèles sont possibles s'il existe des traitements automatiques. Tout ce qui est automatisé, je peux le faire en même temps. Alors, on vient à la gestion mentale d'Antoine de la Garandrie. Donc voilà, je vous ai mis une photo parce que c'est un grand homme. C'est un contemporain. Moi, il me touche beaucoup parce que, étant jeune, il avait des problèmes d'audition. Et quand sa mère venait le voir dans sa chambre, il sursautait parce qu'il n'entendait pas venir. Et il a été catalogué enfant distrait, dans sa bulle, dans la lune. À l'école, il avait du mal parce qu'il n'entendait pas les fins de phrases, parce qu'en général, en fin de phrase, on baisse un peu le ton et il n'entendait plus. Il a redoublé plusieurs fois, il a eu beaucoup de mal, il s'est beaucoup battu et il a fait des études très prestigieuses, il a 2 doctorats. Et il s'est intéressé à la question de savoir comment font les gens pour réussir. Et il est allé interviewer des jeunes qui avaient fait des classes prépa pour leur demander quelles étaient leurs stratégies de réussite. Et à partir de là, il a eu une idée géniale qui est de décomposer les gestes scolaires, les gestes qu'on fait pour être attentif, pour apprendre, pour réfléchir, pour comprendre, pour imaginer. Tous ces gestes-là, il les a décomposés aussi précisément qu'on peut décomposer un geste physique. Alors, le mot-clé de la gestion mentale, c'est l'évocation. Avant de continuer, on va faire un petit test. Pas un petit test, je vais vous montrer un petit film. Et voilà, le film que je vais vous montrer, c'est, vous l'avez sûrement vu, c'est La Marche de l'Empereur. Voilà. Donc, La Marche de l'Empereur, c'est un film documentaire qui a eu beaucoup de succès et qui concerne les pingouins. Alors, je viens de me rendre compte que je n'ai pas partagé le son, donc je suis désolée, je vais arrêter le partage et je vais le refaire. Voilà, excusez-moi. Alors, je vous montre. Oh, dis donc, j'ai vu un film incroyable sur Canal+, La Marche de l'Empereur. La Marche de l'Empereur. Oui, ça se passe en Antarctique. Ah bon? T'as des centaines d'empereurs qui marchent sur la banquise pendant des jours. Parfois, ils glissent sur le ventre pour aller plus vite. À un moment, il y en a un qui se fait dévorer par un phoque. C'est horrible. Mais t'as aussi des passages hyper émouvants, comme quand il se passe les œufs. Voilà. Oh, dis donc. Donc, ça, c'était juste pour vous montrer ce qu'est l'évocation. Qu'est-ce que l'évocation? Finalement, c'est la représentation mentale. Représentation mentale, rendre présent dans ma tête ce qui est perçu. Donc là, le collègue raconte à sa collègue le film. Et elle, qui ne connaît pas du coup le film, il y a un gros quiproquo. Marche de l'Empereur, elle pense à Napoléon. Et elle se construit une évocation dans sa tête de ce que son collègue est en train de lui raconter. Donc là, elle s'est construit une évocation visuelle. Mais il peut y avoir aussi des évocations auditives et des évocations kinesthésiques. Les évocations kinesthésiques, c'est les 3 autres sens, plus tout ce qui est de l'ordre du ressenti, des émotions, Voilà. Et finalement, on peut évoquer avec
que des images, que auditivement, que kinesthésiquement parlant, mais on peut aussi en avoir 2 ou les 3. Et pour que vous voyez comment ça marche, l'évocation, je vais juste vous faire un petit exercice. Voilà. Donc, vous êtes muni d'un papier et d'un crayon, n'est-ce pas? Et finalement, le Coca-Cola, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Le logo du Coca-Cola, tout le monde le connaît, on est d'accord. Donc, je vais vous proposer, je vous laisse 5 minutes pour essayer de refaire le plus précisément possible le logo du Coca-Cola. Voilà, donc c'est parti, avec votre papier et votre crayon, vous allez essayer de dessiner le plus précisément possible le logo du Coca-Cola. Alors, c'est sûr que vous ne l'avez pas fini, hein, mais ce n'est pas grave. Je vous le mets. Voilà. Et si vous regardez ce que vous avez commencé à dessiner du logo et le logo en lui-même, vous allez observer, je pense, qu'il y a énormément de différences. Voilà. Alors, si vous faites attention à ce qui s'est passé dans votre tête pendant que vous avez dessiné le logo, c'est intéressant que vous essayiez de repérer, mais on y reviendra pour ceux qui ne l'auraient pas vu, mais essayez de vous souvenir quand vous avez fait le logo du Coca-Cola, est-ce que vous avez eu l'image du logo dans votre tête et vous avez essayé de le refaire? Est-ce que vous vous êtes raconté le logo? Si vous voulez être raconté, à ce moment-là, c'est une évocation auditive. Si c'était votre voix, c'est une évocation auto-auditive. Peut-être que vous l'avez ressenti aussi. Peut-être que vous l'avez écrit dans votre tête et c'est la sensation de l'écriture qui vous a permis de vous souvenir qu'il y avait une boucle dans le haut du premier O de Coca. Voilà. On y reviendra. Mais déjà, la première constatation, c'est que vous pouvez observer une chose, c'est qu'il y a un gros écart, normalement, entre ce que vous avez fait et le logo en lui-même. Donc, la question qu'on peut se poser, c'est enfin, pourquoi? Parce que le logo du Coca-Cola, tout le monde le connaît. Alors, à votre avis, pourquoi est-ce que le logo que vous avez dessiné est très peu conforme au vrai? Alors, on n'a pas l'interaction, mais vous pouvez réfléchir dans votre tête. L'idée de fond, ce qui se passe, c'est que vous allez vous rendre compte qu'à aucun moment dans votre vie, vous avez eu le projet d'apprendre le logo du Coca-Cola. Ce logo, vous ne le connaissez pas, vous le reconnaissez. Il y a une énorme différence entre reconnaître et connaître. Et ça, c'est un gros écueil pour les enfants dans l'apprentissage, parce qu'ils voient en gros leur leçon, et ils disent « ça y est, je la sais ». Vous leur demandez de réciter, ils n'y arrivent pas. Vous leur montrez « ah oui, oui, c'était ça, je le savais ». Non, non, non. Tu reconnais, mais tu ne connais pas. Alors, comment faire pour apprendre? Pour apprendre, la première des choses, c'est d'avoir un projet. Je ne peux pas apprendre sans projet, je ne peux pas être attentif sans projet. Donc, la première chose à faire, c'est d'avoir le projet d'être attentif. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous mets une petite BD qui va vous montrer la complexité de la compréhension de l'attention chez les enfants. Voilà, c'est Mafalda, Felipe. Voilà, donc je vous laisse lire la BD.
Voilà, donc Felipe, il est très bien disposé, il veut vraiment être attentif, sauf qu'on ne lui a jamais expliqué comment faire pour être attentif. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'autosuggestion pour être attentif, mais ça l'empêche d'être attentif. Voilà. Et ça, c'est intéressant parce que combien de fois on a pu dire aux enfants, mais enfin, fais attention, écoute, réfléchis, mais à aucun moment on leur explique comment faire. Et c'est là où la gestion mentale est prodigieuse. Antoine de La Garandie est un grand monsieur parce qu'il a su décrire le geste d'attention. Donc, pour être attentif, on l'a dit, il faut un projet d'attention. Je ne peux pas être attentif par hasard. Il me faut un projet. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut construire des évocations dans sa tête. Et c'est pour ça qu'Antoine de La Garandrie disait, la pédagogie commence avec des évocations dirigées. Donc, si je veux être attentif, il faut que je prenne les moyens pour le faire. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut que, par exemple, pour le logo du Coca-Cola, il faut que je regarde le logo du Coca-Cola avec le projet de me construire dans ma tête une évocation du Coca-Cola. Et après, que je revienne, que je fasse des allers-retours pour être sûr que l'évocation que j'ai construite dans ma tête est bien en conformité avec le dessin en tant que tel. Ça, c'est le geste d'attention. Donc, le geste d'attention, ça consiste à avoir un projet. Voilà. Donc, c'est le projet de transformer les perceptions en images mentales, en représentation mentale, en évocation. Donc, quand on dit image mentale, ce n'est pas forcément visuel, hein. Ça peut être auditif, ça peut être kinesthésique. Donc, le geste d'attention, qu'est-ce que c'est? C'est avoir le projet d'entendre, voir, toucher, sentir, ressentir, pour réentendre, pour revoir, pour ressentir dans sa tête. Voilà. Donc, et ça peut être au niveau du ressenti aussi. Hein. Voilà. Donc, c'est vraiment une question de projet. Je veux être attentif et je perçois pour être capable de me construire une évocation dans ma tête. Voilà, ça, c'est le geste d'attention. Et très naturellement, après le geste d'attention, découle le geste de mémorisation. Donc, le geste de mémorisation, qu'est-ce que c'est? C'est stocker des évoqués avec le projet de les restituer. Et ça, c'est révolutionnaire parce que très souvent, on imagine la mémoire comme étant un grenier dans lequel on range des choses. Voilà, on range les choses derrière soi et on retourne les chercher quand on en a besoin. Mais ça, c'est faux parce que l'essentiel, c'est d'avoir un projet. Donc, le projet de restitution me place les choses que j'emmagasine, non pas derrière moi, mais devant moi. Si je veux retenir une chose, il faut que je la projette devant moi en pensant au lieu dans lequel je vais pouvoir restituer la chose. Lieu, circonstance. Je vous raconte une anecdote qui est vraie. C'est une institutrice qui me l'a racontée. Donc, les enfants avaient une récitation à apprendre. Très bien, elle interroge une petite qui va au tableau et la petite est incapable de sortir une phrase de la récitation. Donc, la maîtresse lui met une mauvaise note, la gronde et lui dit « Tu viendras me voir à la récréation ». Et à la récréation, elle lui dit « Pourquoi est-ce que tu n'as pas appris ta poésie ?» Et la petite dit « Si je l'avais appris ». Et l'institut lui dit « Non, tu ne la savais pas, tu n'as même pas été capable de me dire une seule phrase ». Elle dit « Mais si je l'ai appris, et je l'ai appris avec maman ». Et l'institutrice lui a dit « Ah oui, tu l'as appris avec maman ?» Elle dit « Oui, et hier, dans la cuisine, avec maman, je lui ai dit… » Et elle a ressorti toute la poésie. Et ça, c'est quand même génial, parce que cette petite, elle avait appris sa poésie avec le projet de restituer sa poésie à maman dans la cuisine le soir. Mais pas avec le projet de la restituer à sa maîtresse le lendemain en classe. Donc, la question du projet est vraiment essentielle. Donc ça, c'est important quand un enfant sait, surtout si c'est un enfant qui est émotif, qui est sujet au stress, qui perd ses moyens, il faut vraiment lui dire, maintenant que tu sais, c'est génial, alors maintenant, tu vas te projeter dans l'avenir, tu vas imaginer que tu es en classe et le prof donne l'interro ou la maîtresse t'interroge au tableau, et là, tu t'imagines en situation de réussite, en train de faire ce que tu sais faire. Voilà, ça, c'est vraiment très important, la question du projet. Et finalement, la mémorisation, comment ça fonctionne? Il y a 5 étapes. Il faut un projet d'attention. Il faut percevoir ce que l'enseignant dit, montre, fait. Il faut se construire une évocation de ce qui est dit, de ce qui est écrit.
Il faut vérifier, ça c'est essentiel, il y a beaucoup d'enfants qui ne vérifient pas et qui du coup ont des évocations qui sont incomplètes. Et après, il faut un projet de restitution. Voilà, ça c'est les 5 étapes du geste de mémorisation. Alors pour que vous voyez que ça marche, on va revenir hop, au Coca-Cola. Voilà, je vous laisse 2 minutes pour faire les 5 étapes. Donc 1, le projet, d'être capable de restituer le logo du Coca-Cola dans quelques minutes. Vous regardez bien ce dessin du Coca-Cola et vous construisez une évocation. Donc, soit vous en faites une photo dans votre tête, soit vous le racontez, soit vous ressentez l'écriture, soit vous faites ce que vous voulez. Vous construisez votre évocation et après, vous vérifiez qu'il y a bien tout. Et votre projet de restitution, c'est de restituer dans 3 minutes. Je vous laisse ces 3 minutes pour faire cet exercice. Alors, je vais bientôt l'enlever. Voilà, je vous l'enlève. Et maintenant, vous allez essayer de refaire le logo du Coca sur votre papier. Voilà, vous refaites le logo du Coca cette fois-ci. Je vous laisse une petite minute pour le faire. Voilà, je vous remets le logo du Coca pour que vous puissiez vérifier. Et là, normalement, vous avez un logo qui est nettement mieux fait que le premier. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Voilà, donc ça, c'est vraiment voilà, la gestion mentale que je vous invite à approfondir. Parce qu'au lieu d'avoir un enfant en classe qui est comme Felipe et qui, avec beaucoup de bonne volonté, fait exactement ce qu'il ne faut pas pour être attentif, là, vous avez un enfant en classe qui aura les 5 étapes. Et si je reprends l'exemple de mon cours d'histoire géo, je trouve que ça va même beaucoup plus loin que les neurosciences. Parce que l'enfant en classe d'histoire géo, il faudra qu'il arrive avec le projet de retenir l'essentiel du cours. Ensuite, pendant le cours, il va écouter ce que dit l'enseignant, il va regarder ce qui est écrit au tableau, avec le projet de le revoir dans sa tête, de le réentendre dans sa tête. Et surtout, il faudra lui dire qu'il doit avoir le projet de pouvoir restituer le maximum de choses le soir en rentrant à la maison. Comme ça, le soir, quand il rentre à la maison, il sort son cahier, mais il ne l'ouvre pas, et il essaye de retrouver dans sa tête toutes les évocations qu'il s'est construites concernant son cours d'histoire géo.
Ensuite, il ouvre son cahier, il lit sa leçon, comme ça, il peut compléter ce qui manquait. Et il fait sa petite fiche résumée. Voilà. Et s'il a histoire géo le jeudi, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, le mercredi soir, il essaye de retrouver sa fiche dans sa tête. Et après, il vérifie que ce qu'il y a dans sa tête correspond bien à ce qu'il y a sur la fiche. Il complète si ça manque. Le jeudi, il va en cours avec le projet de pouvoir bien écouter, bien regarder pour se construire des évocations dans sa tête, pour pouvoir restituer le tout le soir à la maison, et ainsi de suite. Et là, ça devient nettement plus efficace. Et l'enfant, il sait exactement ce qu'il doit faire dans sa tête pour être attentif et pour mémoriser. Et ça fait gagner un temps incroyable en termes d'apprentissage des leçons. Et j'ai pris l'exemple de l'histoire géo, mais ça marche pour toutes les matières. Voilà, donc ça, c'est vraiment comment fonctionne l'enfant. Et alors, ce qui est très important, là, on n'a pas le temps de tout voir. Et puis, moi, je ne suis pas spécialiste en gestion mentale. Hein. Je vous donnerai des références à la fin du diaporama. Et je vous encourage à vous rapprocher des associations de gestion mentale. Mais on n'évoque pas tous de la même manière. Et c'est très important de savoir comment son enfant évoque, et puis aussi comment fait son enfant pour comprendre, pour réfléchir, pour mémoriser, pour être attentif, afin de ne pas obliger l'enfant à utiliser une méthode qui n'est pas efficace pour lui. Voilà, le problème des enfants, c'est qu'ils ont une confiance totale dans les parents quand ils sont petits. Hein. Ils pensent que les parents ont toujours raison. Après, ils grandissent et ils se rendent compte que ce n'est pas toujours le cas. Mais quand ils sont petits, ils croient tout ce que disent les parents. Donc, on leur donne des conseils avec beaucoup de bonne volonté de ce qui marche pour nous, mais on n'a pas forcément le même profil cognitif, les mêmes façons d'apprendre que notre enfant. Et on peut conseiller à un enfant des méthodes qui ne sont pas efficaces pour lui, qui ne lui correspondent pas. Et l'enfant se retrouve en patin-roulette sur l'autoroute de l'école, là où les autres sont en voiture. Alors que lui, il a une Formule 1 dans sa tête. Et très souvent, les difficultés scolaires sont dues à ça. L'enfant est en patin-roulette parce qu'il a des méthodes qui ne sont pas efficaces pour lui. Et le but de la gestion mentale, c'est ça qui est génial, c'est que la gestion mentale, ce n'est pas des cases dans lesquelles on fait rentrer les enfants. C'est vraiment se mettre à l'écoute de l'enfant pour voir comment il fonctionne dans sa tête, pour faire ce qui réussit bien en dehors de l'école. Et une fois qu'on a découvert ces stratégies d'apprentissage à travers une méthode qui s'appelle le dialogue pédagogique, on lui fait prendre conscience des stratégies qui sont efficaces pour lui, pour qu'il puisse ensuite les transposer dans le domaine de l'école. Et là, ça va tellement mieux, et l'enfant retrouve la confiance en lui. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Et je prends une anecdote vraie. C'est une petite fille, elle avait du mal en interro. Elle était en interro de SVT et ça ne marchait pas. Et son institut lui dit, mais enfin, pourquoi tu n'apprends pas tes leçons? Elle dit, mais si je sais. Elle dit, bah alors si tu sais, il suffit que tu lises les questions. Pourquoi tu n'y réponds pas? Elle fait, mais j'arrive pas. Il dit, pourquoi tu me dis que tu n'arrives pas? Il dit, mais j'arrive pas. Alors l'instit intelligent dit, attends, on va s'asseoir et on va faire comme si on était en interro. Alors voilà, tu vois, là, tu as les questions. Dans ta tête, qu'est-ce que tu as? Il dit, ben, j'ai ma leçon. D'accord. Bon, alors maintenant, on lit la question. Tu as lu la question? Il fait, ben oui. Et là, qu'est-ce que tu as dans ta tête? Il fait, ben, j'ai la question. Il fait, bon, bah, tu peux répondre. Il fait, ben non, je ne peux pas. Il dit, pourquoi tu dis que tu ne peux pas? Il fait, parce que soit j'ai la question, soit j'ai le cours, mais je n'arrive pas à voir les deux en même temps. Et alors, l'institut lui a dit, écoute, là, tu as quoi dans ta tête? Il fait, ben, j'ai la question. Est-ce que tu peux la mettre à gauche? Ouais, ça y est, je l'ai à gauche. Bon, allez, à droite, qu'est-ce que tu as? Ben, j'ai rien. Est-ce que tu peux mettre ton cours? Ah oui, je peux. Ah, bah ça y est, je peux répondre maintenant. Voilà, c'est juste incroyable cette histoire, mais c'est très vrai. C'est-à-dire que voilà, la pédagogie commence avec des évocations dirigées. C'est les 5 étapes dont j'ai parlé, mais c'est aussi faire prendre conscience à l'enfant que les évocations qu'il a dans sa tête, il peut agir dessus. Il peut les faire fonctionner. Je termine avec cette anecdote, hein, mais ça, c'était avec des secondes. On travaillait un peu en classe sur cette question de la gestion mentale, et je leur avais demandé de retrouver le meilleur souvenir de leurs vacances. Et j'aurais dit, moi, ce n'est pas le souvenir qui m'intéresse, c'est voir si vous arrivez à le retrouver sous quelle forme. Et il y en a un qui me dit, bah, écoutez, moi, j'ai du mal à choisir le meilleur souvenir parce que j'ai plein d'images qui défilent très vite et je n'arrive pas à arrêter. Et je me suis dit, c'est drôle, cet élève, je me souviens encore de son prénom, il s'appelait Romain.
on parlait ensemble entre collègues et on disait, Romain, c'est très bizarre en français, en histoire géo, il disait, mais il a des connaissances, mais ce qui marque, c'est tout décousu. Il y a des petits bouts de tout, mais c'est bizarre. Et j'ai dit à Romain, mais Romain, ça ne vous pose pas des problèmes, ça, en interro? Il me fait, ah si, carrément, madame, parce que moi, en interro, j'ai les pages de mon cahier qui défilent et j'ai le temps de lire quelques trucs, mais pas tout. Et du coup, je marque ce que j'ai le temps de lire, mais je n'arrive jamais à marquer tout ce qu'il y a sur ma page. Et je lui dis, mais attendez, Romain, les images qui défilent, là, vous ne pouvez pas les arrêter? Il me dit, bah non, je ne peux pas. Bah non. Ah bah, ah si, madame, si, je peux. Ah ouais, je peux les arrêter. Et je dis, ben voilà, on interroge. Ah oui, oui, maintenant on interroge, j'aurai plus de problème, je sais que je peux arrêter mes images. Mais ça, c'est très fort parce que les évocations, on les a, mais si on n'en parle pas, eh ben, on ne sait pas les gérer. Et c'est essentiel d'apprendre aux enfants à gérer leurs évocations pour qu'ils puissent mieux apprendre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une piste qui est très intéressante, la piste de la gestion mentale. Alors, pour conclure, les incontournables concernant les neurosciences et la gestion mentale, finalement, parce que les deux se tiennent et Antoine de La Garandrie a eu beaucoup d'intuitions qui ont été confirmées par les neurosciences ensuite. Donc, il faut s'adapter au profil cognitif de l'enfant, sortir de l'injonction pour expliquer et accompagner. Ça ne sert à rien de dire à un enfant « sois attentif », sinon il va être comme Felipe. Il faut lui expliquer les étapes du geste d'attention. Il faut souligner le positif plutôt que le négatif. Ça, c'est la méthode Coué. Vous savez, ce médecin qui disait à ses patients, pour aller mieux, il faut vous dire « je vais bien, je vais bien, je vais bien ». Tout le monde s'est moqué de lui et les neurosciences ont confirmé cela. Si on se dit souvent « je vais bien, je suis en bonne santé, tout va bien », eh ben, on va mieux que si on se dit tout le temps « je suis en mauvaise santé, ça ne va pas ». Et puis, croire aux capacités de l'enfant. C'est l'effet Pygmalion, c'est une expérience qui a été faite dans une école primaire. Elle fait un peu froid dans le dos, cette expérience. C'est des chercheurs qui sont arrivés et qui ont dit aux instituts, on a étudié les dossiers de vos élèves de cette année. Donc, les meilleurs élèves, c'est cela, cela et cela. Et puis, ceux qui vont avoir des grosses difficultés, c'est ces trois-là. Et bien, à la fin de l'année, les trois qui avaient été signalés comme étant les meilleurs étaient les premiers de classe. Et les trois qui avaient été signalés comme ayant des grosses difficultés étaient les derniers. Sauf que le choix avait été fait de façon totalement aléatoire. Il n'y avait rien de fondé. C'est le regard posé sur l'enfant. C'est terrible, hein? Si un enfant sent qu'on pense qu'il ne va pas y arriver, il ne va pas y arriver. Voilà, le poids du regard est très important. Donc, il faut vraiment croire aux capacités de l'enfant, l'aider, l'accompagner et souligner chez lui tout ce qui est positif pour l'aider à grandir. Alors, en termes de bibliographie, moi, je vous conseille 2 livres de gestion mentale parce que je pense que c'est ce qui est le plus concret qui pourra vous aider au quotidien. Tous les enfants peuvent réussir. Donc, c'est une journaliste qui a interviewé Antoine de La Garandrie pour un premier contact avec la gestion mentale, c'est bien. Et ensuite, il y en a parmi vous qui sont enseignants. Il y a un livre qui est excellent qui s'appelle « Pratique pédagogique de la gestion mentale » qui donne plein d'outils et qui est vraiment très utile. Et pour finir, je vous mets juste le lien vers un site de gestion mentale qui s'appelle IIGM, Institut international de gestion mentale. Vous allez sur la gestion mentale, vous avez une présentation de ce qu'est la gestion mentale, un petit historique, philosophie éthique, les objectifs. Et puis, ce qui est très utile pour nous, là, c'est les documents d'un projet qui a été fait, un projet européen qui s'appelle Connaissance, naître au sens. Et là, vous avez accès à des diaporamas qui expliquent les différents concepts de la gestion mentale. Voilà, donc moi, je vous invite vraiment à aller regarder ça pour approfondir. Et puis, il y a des ressources, vous pouvez les contacter si vous voulez avoir des formations ou avoir accès à des personnes qui sont certifiées gestion mentale. Il y a des orthophonistes, il y a des orthopédagogues. Voilà, ça peut être une mine pour vous. Ben, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous souhaite une bonne route dans l'accompagnement de vos enfants pour leur apprentissage. Merci Céline pour ce magnifique enseignement, pour apprendre à apprendre. Merci pour ces belles références aussi. Et puis, moi, je suis ravie parce que je pensais que voilà, j'étais dans l'âge où mes capacités pour apprendre déclinaient. Donc, j'ai reçu une bonne nouvelle ce soir. Donc, merci beaucoup. Si vous avez envie de poser des questions à Céline, vous pouvez passer par notre adresse email gpspourlafamille@gmail.com.
Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à vos amis enseignants. Je crois qu'on a tous à gagner à connaître ces petites astuces ou ces grandes astuces. Merci Céline. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.